C'est le moment de faire l'analyse de la semaine avec notre panel de journalistes, Joël Denis, Altia et Daniel. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Je vais vous entendre chacun sur l'arrestation formelle des deux Canadiens en Chine. Ils étaient détenus depuis 5 mois. Maintenant, ils sont accusés formellement. Daniel, je commence avec vous. Est-ce qu'il y a une issue pour le gouvernement Trudeau dans ça? Bien, pas à court terme. Ça dépend. On voit que c'est presque des otages qui sont pris dans une guerre commerciale, une guerre politique, diplomatique. C'est hallucinant de voir que ça fait 5 mois et qu'on arrive à peine au processus des accusations formelles. Donc, on peut voir que c'est à moins d'une intervention politique. Aujourd'hui, les conservateurs demandaient à Trudeau d'appeler directement les autorités chinoises pour demander leur libération, mais c'est évident que ça ne servirait à rien en ce moment. Oui, Altia, comment le gouvernement pourrait s'en sortir? Les journalistes lui ont aussi demandé quand il y avait un point de presse à Paris, puis il n'a encore pas vraiment donné de réponse. Je pense que c'est peut-être la seule chose qu'on peut voir comme pourquoi est-ce que le premier ministre n'a pas encore fait cet appel-là au président de la Chine. Mais à part de ça, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Je pense que... La stratégie, du gouvernement Trudeau, ça a été de faire appel à des alliés pour qu'ils exercent aussi des pressions sur la Chine, comme on a beaucoup parlé aux Américains, le gouvernement Trudeau a beaucoup parlé aux Américains pour qu'ils exercent des pressions sur la Chine, mais ça n'a rien donné jusqu'ici. Mais je pense que la seule porte d'issue, je pense, ça va être la libération éventuellement de Meng Wanzhou, la dirigeante de Huawei, qui est toujours... détenue à Vancouver. Voilà, en fait, en liberté, dans sa maison luxueuse à Vancouver. On s'entend que les conditions de détention ne sont pas les mêmes. Non. Donc, je pense que la seule façon que ça va mettre fin à cette controverse ou ce problème, cet imbroglio diplomatique, politico-judiciaire pour le Canada, ce sera la libération de cette dame. Sinon, et ça c'est entre les mains des Américains. Ouais. Il faut qu'ils demandent l'extradition. On va procéder à l'extradition. Il y a les audiences. Mais maintenant, c'est entre les mains des tribunaux. Et ça peut prendre du temps. Donc, dans l'intervalle, je pense qu'on peut s'attendre à ce que la Chine multiplie les gestes d'éclat, les sanctions directes ou indirectes contre le Canada, comme on l'a vu avec les deux Canadiens qui, maintenant, sont formellement arrêtés. Ouais. Bon, la valse d'émotions pour faire déclarer l'état d'urgence climatique cette semaine aux communes. Daniel, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? On doit comprendre que c'est le sujet de l'heure. Il y a eu la victoire des Verts lors de l'élection partielle. Et donc, tout le monde essaie de tirer un peu la couverte de son bord, démontrer qu'ils sont plus verts que les autres. Je pense que les libéraux, surtout, sont ceux qui ont le plus à jouer là-dedans parce que c'est eux dont le bilan est mitigé en termes d'environnement. Ils le savent eux-mêmes. Donc là, ils essaient de récupérer le momentum sur ce dossier-là. Ça va sûrement y avoir... Ça va être un enjeu électoral. Ça ne va pas être le seul non plus, mais pour l'instant, c'est une guerre à gauche un peu. Les conservateurs doivent être heureux aussi en ce moment. Heureux? Bien, de voir ça, de voir la gauche s'entre-déchirer un peu. Oui. Altia, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que... moi, ça fait 2 jours que j'écoute les débats. Là. Hier, on avait les débats sur la motion du NPD qui a été défaite cet après-midi. Puis ce matin, la motion du Parti libéral qui disent presque la même chose, sauf que la motion du NPD dit que le Parti libéral n'a pas fait assez de choses. C'est quand même un débat éclairant, dans le sens que j'ai appris que probablement la position climatique d'Andrew Scheer, ça va être de retour à M. Harper, des régulations secteur par secteur. Mme Rumpel a mentionné cela durant le débat. Le chef du NPD, M. Singh, ne peut pas encore dire s'il est contre le projet LNG en Colombie-Britannique, qui ne fait pas beaucoup de sens parce que sa pensée n'est pas vraiment réfléchie jusqu'au bout de son affaire. Puis les libéraux, comme Daniel disait, c'est eux qui sont un petit peu coincés là-dedans. Mais eux, ils pensent quand même que c'est un sujet sur lequel ils peuvent gagner. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais en Colombie-Britannique, ça va être vraiment intéressant parce que c'est quand même 3 partis qui creusent dans le même pot. Joël Denis. C'est un peu étrange de voir que ce débat-là survient une semaine après la victoire du Parti vert, une victoire éclatante, il faut le dire, en Colombie-Britannique. Ce débat aurait-il eu lieu si le Parti vert n'avait pas gagné? Si le Parti libéral avait gagné dans Nanaimo et Ladysmith? Je ne crois pas. Il y a urgence climatique maintenant parce qu'il y a une urgence de protéger les coalitions qui ont été formées par le Parti libéral en 2015. Et chacun tente de refaire son credo environnemental auprès des électeurs à quelques mois des élections. Donc, c'est là, je pense, c'est plus une joute politique qu'un débat qui va faire avancer le dossier de la lutte au changement climatique. J'ai entendu à quelques reprises cette semaine, c'est de la petite politique. Voilà, Est-ce que ça met la table, justement, d'une campagne électorale qui va être mesquine? Est-ce que les gens écoutent même? Oui, intéressant. Bonne question. L'entente Québec-Ottawa sur la nomination du successeur au juge Gascon à la Cour suprême, on a parlé d'une entente historique. Est-ce que c'est un gain important pour le Québec, Daniel? Bien, c'est ça qui est intéressant, parce qu'en ce moment, il y a plusieurs fronts sur lesquels le Canada, le gouvernement Trudeau, le gouvernement Legault s'affrontent. Il y avait une entente là-dessus. M. Legault a réagi en disant
c'est pas si mal, mais Ouais. bon, c'est pas idéal. C'est un premier pas. En fait, il n'est pas idéal, mais un premier pas. C'est ça. Mais tu sais, c'était un peu mitigé comme réaction. Donc, on voit que les ententes vont être dures à être atteintes, obtenues entre ces deux gouvernements-là, parce que M. Legault ne cherche pas vraiment. C'était une victoire pour le Québec. Ils sont allés plus loin, c'est nouveau. Sonia Lebel était très heureuse, sa ministre de la Justice, sauf que ça va pas assez loin pour M. Legault. Donc, c'est intéressant, mais ça augure pas nécessairement de beaucoup d'autres ententes entre le gouvernement fédéral et provincial, parce que M. Legault semble être plus intéressé par la bisbille que par des ententes. Par les ententes, c'est ça. En fait, j'allais demander à Althia qu'est-ce que ça laisse présager, justement, parce que M. Legault l'a dit, bon, c'est pas idéal, mais ça constitue un premier pas. Mme Lebel a dit, ça nous permet de mettre le pied dans la porte. Elle était quand même assez positive, mais qu'est-ce que ça peut laisser présager pour la suite des choses? Comme le ministre du côté du fédéral aussi. Mais je pense que ça démontre une volonté de la part du gouvernement Trudeau de faire des négociations en bonne foi. Puis ils veulent travailler ensemble en partnership. Ils veulent pas déplaire le gouvernement à Québec. Puis ça, c'est un premier pas dans cette direction-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour d'autres ententes? Je pense que c'est juste qu'ils sont prêts à peut-être mettre plus de choses sur la table qu'on pensait autrement. Oui, parce que cette entente-là vaut juste pour la nomination du successeur au juge Gascon, pour les autres juges de la Cour suprême venant du Québec. Ce que j'ai constaté, moi, il n'y a personne qui a fait un party pour souligner cette victoire-là. Tout le monde a été très discret. Et ça, ça m'est apparu. C'est vrai que ça s'est fait en catimini. En catimini, on l'a appris par les biais des journaux, mais il n'y a pas eu de conférence de presse, ni de signature solennelle ou de déclaration, à moins de déclaration durant un point de presse. Donc, on semblait vouloir minimiser l'importance en ne voulant pas sabler le champagne, si on peut dire. C'est donc dire qu'on veut vraiment minimiser à la fois les victoires pour le Québec, mais aussi à la fois les différends entre Québec et Ottawa. Et ça, je pense, en est l'illustration de ne pas avoir tenu une conférence conjointe pour l'annoncer, par exemple. Parce qu'on a parlé pas mal cette semaine à Ottawa des supposées frictions entre le Québec et Ottawa, notamment dans le dossier des infrastructures. Le ministre Champagne est venu faire des annonces au Québec. Le ministre des Transports n'y était pas. Est-ce que ça correspond à la réalité? Donc, il y a vraiment ils ont de la difficulté à s'entendre. Et c'est sûr que, est-ce qu'il y a un bluff des deux côtés? Je pense que M. Legault essaie d'étirer, d'aller chercher le plus possible. À Ottawa, on a besoin de lui. Ce que certaines personnes disent, si les libéraux gagnent, ça va être M. Legault qui va être dans la position inverse dans quelques années, qui va demander au fédéral de signer des ententes. Mais pour l'instant, je dirais qu'il y a une partie de poker entre les deux. Et je pense pas qu'on semble pas s'entendre très bien, ni d'un bord ni de l'autre. Les relations sont tendues. Bien, je pense que quand le bureau du premier ministre apprend d'autres journalistes qu'il y a une conférence de presse le lundi matin, puis que le gouvernement fédéral, il n'y a pas de ministre à la conférence de presse, c'est peut-être un problème. Puis, ça démontre que les relations ne sont pas aussi fortes qu'elles devraient être. Je pense que c'est l'échéance électorale qui fait en sorte que les relations de Québec-Ottawa entrent dans une nouvelle ère, je vous dirais une ère électoraliste, où chacun tente de tirer la couverture de son bord, surtout pour le gouvernement Trudeau, qui, évidemment, veut préserver ses gains au Québec, mais pour le gouvernement François Legault, c'est d'utiliser ce rapport de force pour aller chercher des gains pour le Québec. Donc, chacun joue, comme Daniel le dit, joue au poker. Ça va donner quoi? Des petits gains, comme on a vu cette semaine, mais pas nécessairement de conférences de presse ou de grandes déclarations pour souligner ces avancées pour le Québec. Il nous reste peu de temps. Daniel, je veux vous entendre là-dessus sur la Cour suprême qui entend une cause sur la protection des sources journalistiques. Je sais que c'est un dossier qui vous tient particulièrement à cœur. Vous avez déjà été impliqué dans un dossier, mais là, c'est la première fois que la loi sur les sources, sur la protection des sources journalistiques est testée devant la Cour suprême. Donc, j'étais là aujourd'hui. Oui. Les arguments ont été présentés. La cause a été prise en délibéré. Ce qui est clair, c'est que du côté de Radio-Canada, Marie-Maude Denis, le sénateur Carignan, l'avocat de la presse aussi était là. Tout le monde dit qu'il y a une nouvelle loi. Ça va encore plus loin que ce qu'on avait à l'époque où moi, je me suis présenté devant la Cour suprême avec le Globe and Mail pour protéger l'identité de ma chouette. Donc, ça va plus loin. On a hâte de voir de quel côté la Cour va pencher. Si j'avais deviné, ça semble assez bien aller pour les médias. Les juges avaient de l'air favorable. C'est dur de lire des fois dans le verbal ou dans les questions des juges, mais il faut dire que l'avocat de la défense, de Marc-Yvan Côté, a passé plus de temps à s'attaquer à Radio-Canada que de défendre sa position et d'expliquer pourquoi lui voulait en savoir plus sur l'identité des sources. Donc, ça semble assez bien aller. C'est clair qu'il y a une nouvelle loi. Maintenant, c'est la première fois qu'on va voir si cette loi-là va effectivement plus loin que la situation antérieure. C'est ce que plusieurs journalistes, les groupes médiatiques espèrent. J'ai parlé aux avocats de la presse tout à l'heure, puis ils sont très confiants que la Cour suprême va décréter cette loi-là comme étant celle qui doit s'appliquer. Et donc, ça va devenir la nouvelle jurisprudence, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui protège les sources journalistiques et je pense que
ce sera un gain pour la démocratie, puis également pour la liberté de la presse. À suivre. Donc, c'était la dernière cause entendue par le juge Gascon qui prend sa retraite au mois de septembre. Althia, Daniel, Joël Denis, merci beaucoup. Merci.